Bonjour à tous et bienvenue au podcast Entrepreneur par Soumission Rénovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rediffuser un épisode incontournable qui explore le parcours d'une entreprise en construction, en commençant par ses débuts. Dans cet épisode, nous discutons des défis spécifiques du secteur, des stratégies gagnantes et des conseils pratiques pour réussir dans ce domaine dynamique. Que vous envisagez de vous lancer ou que vous soyez déjà sur la voie, cet épisode vous apportera des connaissances précieuses. Installez-vous confortablement et découvrez comment bâtir votre succès entrepreneurial dans la construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Podcast Entrepreneur présenté par Soumission Rénovation. C'est Manef comme d'habitude. Aujourd'hui, on est avec monsieur Marc-Antoine Ferland. Vous allez bien? Très bien, merci. Pareillement. Ça va super. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes président de Construction A4. C'est exact. Parfait. Donc, vous êtes entrepreneur général, c'est bien ça? Exactement. C'est le thème d'aujourd'hui. On va en discuter. On va vraiment aborder le sujet d'une manière générale pour voir vraiment tous les aspects de ce que vous faites. Comment être entrepreneur général, le parcours et comment perfectionner ce que vous faites. Bien ouvert à tes questions. Parfait. Si vous voulez commencer, j'aimerais bien savoir, avoir une idée de votre parcours. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous dirigez vers la construction? Peut-être, est-ce que c'est en rapport avec les études? Est-ce que c'est en rapport avec la famille ou autre? En gros, ce qui m'a surtout amené à la construction, je te dirais, c'est le fait que c'est un travail qui est très concret. À la fin de chaque journée, en tant que menuisier et ou entrepreneur, eh bien, il y a un certain résultat qui est apparu comme par magie. C'est vraiment ça que j'aimais dans tout ça. J'aime aussi le fait de travailler dehors. Puis j'ai toujours aimé les outils et tout ce qui venait avec. Donc, c'est un peu ça à la base. Ensuite, pour ce qui est de devenir entrepreneur, eh bien, le premier emploi que j'ai eu comme charpentier n'a pas duré très longtemps. J'ai été engagé en septembre, puis au mois de janvier, l'employeur que j'avais a manqué de travail. Et moi, le chômage, c'est pas trop mon style. Je suis allé en Alberta. Presque aussitôt qu'on m'a annoncé que j'aurais 3 semaines, 1 mois de chômage à effectuer. Ceci étant dit, en Alberta, j'ai travaillé pour d'autres entrepreneurs. Puis là-bas, la formule est bien différente. Tu n'es pas vraiment salarié, tu deviens travailleur autonome presque automatiquement. OK. Ça, excusez-moi, là, on parle de... c'est en quelle année? On parle dans 2014. OK. En 2014, puis je travaillais à l'heure pour quelqu'un, mais en tant que travailleur autonome. Donc, j'ai appris quand même rapidement la facturation, tout ce qui venait avec, l'incorporation et tout. Pour me rendre compte aussi que je faisais pas vraiment d'argent à travailler pour cette personne-là. J'ai eu la chance de tomber sur un monsieur qui travaillait juste à côté de nous. Il faisait de la finition extérieure sur des belles maisons. Tu veux pas, les cabanes là-bas sont quand même sont toutes assez cossues dans les quartiers, des nouveaux quartiers. Donc, il nous demande notre salaire et tout, à moi et un autre gars avec qui je travaillais pour se rendre compte qu'on était vraiment sous-payés. Puis il nous a dit, les boys, je vais vous montrer comment faire de la finition extérieure. J'ai fait une maison avec lui. Ça a pris 3 jours pour faire une façade haut de gamme. Après ça, je me partais en affaires comme spécialiste là-dedans en Alberta. Je suis resté là-bas 1 an et demi en tant qu'entrepreneur. J'ai fait des contrats aussi de rénovation, donc autres que la finition, mais c'est vraiment mon créneau. J'aimais le fait de travailler dans une nacelle, j'aimais le fait d'être dehors tout le temps, je pouvais gérer mon horaire. Je me faisais donner un PO, c'était tout ce que j'avais à faire. Personne ne me suivait à la botte. Ça veut dire quoi un PO? Un part order, dans le fond, c'est tout le nombre de pilinaires de morceaux que j'avais à installer, le prix associé à chaque dimension de morceau, donc ça me donnait le prix de mon contrat, si on veut. Donc, ça détaillait tout... Exact. Fait que ça, j'aimais le fait de vraiment travailler au pied linéaire ou au pied carré. Ça me permettait vraiment de faire ma paye. Si je décidais que cette journée-là, je travaillais doucement parce que j'ai mal au dos, il n'y a pas de trouble. Cette journée-là, je décide que je vais au plus vite que je peux, je pouvais le faire aussi. Puis, dans les 2 cas, ma rentabilité était en fonction de mes efforts. C'est ça que j'adorais, dans le fond. OK, nice. Puis, c'est ça, première entreprise à 21 ans. Puis, quand le pétrole a crashé en 2014, sur la fin de l'année, là, je me suis rendu compte que ça commencerait à aller mal. Je suis parti de là-bas environ 6 mois plus tard parce que j'avais des investissements à faire. Donc, mon trailer était magané, il fallait que j'achète un nouveau camion. Je voyais les contrats s'amenuiser, puis les 3 builders qui me donnaient des contrats, dans le fond, ils avaient même peur pour l'heure à venir. Puis c'est drôle parce qu'il y a 1 an, j'ai essayé de recontacter le builder qui me donnait de l'ouvrage là-bas juste par curiosité, puis il a fait faillite. Oh, wow, OK. Ouais, fait que c'était une bonne décision de partir de l'Alberta. Ouais. Je suis revenu ici pour travailler pour un entrepreneur général. Donc, j'ai travaillé pour eux presque 2 ans. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que c'est pas... Je suis allé au syndicat. OK. Je suis allé au syndicat en revenant. C'était en plein hiver quand je suis revenu. Fin de l'hiver, là, mois d'avril. Puis, il n'y avait pas d'ouvrage comme aujourd'hui. La pénurie de main-d'œuvre se faisait moins sentir. On cherchait plus. Je suis allé au syndicat. Ils m'ont référé à un entrepreneur général qui faisait du commercial puis de l'institutionnel. Je suis resté pour eux 2 ans environ.
Mais clairement, travailler pour quelqu'un, c'est pas pour moi vraiment. J'avais beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que vous aimez pas dans ça? Ça, c'est juste moi dans ma personnalité. J'ai beaucoup de difficultés. Ça n'a pas de rapport avec peut-être l'entreprise en tant que telle Non, ou du autre? tout. J'ai un énorme respect pour les 2 propriétaires d'entreprise qui sont devenus mes associés par la suite. C'est plus loin dans l'histoire. Dans le fond, bref, j'ai juste beaucoup de difficultés à vivre avec le fait de me faire dire où aller puis à quelle heure. C'est tout. C'est pas juste pas pour moi. Reste que je l'ai fait pour eux avec gros dévouement quand même. Est-ce que le fait de travailler sur des projets que vous ne choisissez pas, ça veut dire par contrainte, ça... Très exactement. Okay. C'est un des points les plus culminants, c'est j'aime choisir mon ouvrage, puis en ce moment, je suis le seul actionnaire d'entreprise. Je ne choisis que les ouvrages qui m'enchantent ou qui vont enchanter le reste de mon staff, parce que veux pas, il faut que j'essaie de rendre tout le monde content. OK. Par contre, dans les 2 années que j'ai travaillé pour cet entrepreneur général-là, j'ai quand même acquis un gros bagage, surtout en gestion. Ils m'ont beaucoup, beaucoup inclus dans toutes les sphères de l'entreprise, l'administration, la soumission, la gestion, l'exécution. C'était pas rare qu'en tant que petit gars de 22 ans, j'avais une équipe de 5 ou 6 gars qui étaient dans la quarantaine à gérer, puis le matin, ils me disaient « Bon, il est où le charge-projet? » Je dis « Ben, je suis là. » Fait que bref, j'ai vraiment aimé cet aspect-là, mais encore une fois, je préférais vraiment Et être à mon compte. directement après, c'est l'ouverture de ton Je suis entreprise? retourné en Alberta. Ah, OK. Je suis retourné en Alberta parce que, encore une fois, c'était l'hiver, je faisais du déneigement puis tout, pas assez d'heures, pas envie de chercher en plein hiver. Je suis retourné là-bas, j'avais 3 contrats effectués puis je revenais. Puis bref, en Alberta, je suis retombé sur un de mes vieux chums là-bas. J'ai réouvert ma compagnie de l'Alberta, j'ai fait des contrats. Les prix avaient beaucoup baissé. C'était beaucoup moins intéressant de travailler, surtout loin de tes amis, de ta famille. Si on fait des sacrifices, il faut au moins que ça soit payant. Puis là, c'est des sacrifices qui ne l'étaient pas du tout. Okay. Donc, mon chum qui était là-bas, je l'ai carrément dit, on retourne-tu au Québec? On va aller voir mes anciens boss. On va se partir une compagnie avec eux. Il m'avait proposé à plusieurs reprises de partir une entité. Donc, ceci étant dit, il est revenu avec mon Québec, puis c'est ce qu'on a fait. On a fondé Construction A4, 4 actionnaires. Ah, ouais, A4, OK. C'est de là que ça vient. Je viens de comprendre le nom. On a été 2 ans, 4. Ensuite, moi et Alex, l'associé que j'avais à l'époque, on a racheté les 2 autres. Bref, de toute façon, la structure d'entreprise qu'on a puis les modèles de projet, ils sont pas là. Ils font vraiment de l'institutionnel, du commercial. Moi, j'aime le résidentiel. Commercial aussi, mais eux, tu sais, moi, travailler dans les hôpitaux, même si je vais pas avec mes mains, c'est pas des ouvrages qui m'intéressent. Okay. Je trouve que c'est très chaotique. Mon expertise est pas là puis j'aime pas ça. Donc, juste avant de passer à la création d'entreprise et approfondir un petit peu plus ce point, j'ai juste une question, je ne sais pas si c'est une question bête ou quoi, mais est-ce que c'est les mêmes certifications, est-ce que c'est les mêmes papiers que vous utilisez entre ici et l'Alberta? Pas du tout. OK. Comment vous faites pour... En Alberta, tu n'as rien besoin. Rien du tout. À part, en tant qu'entrepreneur, tu n'as rien besoin. Tu as besoin d'assurance. Tu as besoin d'avoir un WCB qu'on appelle un Worker Compensation Board. That's it, that's all. Oh, wow, OK. Ouais. Là-bas, tu peux sortir, écoute, de l'école puis de partir une entreprise de construction très immédiatement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à me fonder une entreprise à 21 ans là-bas puis à prospérer, somme toute. Donc là-bas, c'est beaucoup plus simple pour avoir accès à ce type de poste-là et à ce type de travail. Donc, accumuler de l'expérience, c'est... Absolument. OK. Ici, là, on parle de licence de la RBQ. Exact, de test. On parle d'un cautionnement avec soit leur CQ, leur PCHQ ou des cautionneurs privés. Ensuite de ça, pour ce qui est des employés, on a besoin de carte de compétences de la CCQ pour les charpentiers. Il y a moi qui ai une exemption parce que je suis représentant désigné de l'entreprise. Je suis quand même un compagnon charpentier. Ici, on est déjà à 3 choses essentielles juste pour dire qu'on a le droit de pratiquer. Ça commence à faire du stock. OK. C'est beaucoup plus complexe ici. Les licences aussi, pas pour monter du neuf. Quand on veut faire l'unifamilial neuf, ça prend une garantie GCR, ça prend un Audi. L'Audi coûte en moyenne 5 à 6 000 de comptable. Ça va très, très rapidement. Ouais, c'est vrai que tu as des c'est cotes pour la GCR en fonction de comment tu bâtis. Tout ça, c'est lourd. C'est très lourd. C'est complexe. Ouais, il n'y a pas une pénurie de logements pour rien. Oui, Laisse-moi te le dire. Vraiment. Ça coûte cher, c'est compliqué, vraiment. On passe à la création de l'entreprise. Dans le fond, vous avez commencé en tant qu'entrepreneur général, ça veut dire que vous traitez tout type de projet ou vous y étiez déjà sélectif quand vous avez créé le... On était déjà sélectif. Je peux faire tout type de projet tout en étant sélectif dans le vaste rayon de projets que je peux effectuer. Ce qui arrive, j'ai choisi général d'un parce que dans tous les caprices que j'ai, il y en a un, c'est que je peux pas faire la même chose tout le temps. Même la finition extérieure que j'adorais en Alberta, ça devenait redondant à un moment donné. Là, quand ça fait 3 fois que tu fais la même maison, ça commence à être ennuyant un peu. Tu deviens rapide, mais...
Bref, c'est le plaisir est moins là. Ici, ça me permet vraiment, de jamais manquer d'ouvrage. Parce que je peux tellement faire de choses que Qu'il n'y a pas de période morte Exact. ou autre. Okay. J'ai très peu de contraintes en matière de qu'est-ce que je peux faire. Si mettons l'hiver, faire du revêtement l'hiver, c'est un peu ordinaire, je vais prendre des jobs de système intérieur pour les gars. Si, exemple, justement, même en été, il fait pas beau, j'ai toujours des jobs en dedans et dehors. J'ai toujours des jobs de finition, des jobs de rough. Bref, c'était important pour moi d'être varié pour ne jamais manquer d'ouvrage. Les spécialistes avec qui je fais affaire, c'est pas rare qu'ils me disent on a un gros creux, ils nous donnent des jobs à des prix ridicules parce qu'il faut qu'ils travaillent. Nous, on a un peu moins ce phénomène-là. C'était stratégique non, à ce niveau-là, vraiment. Ouais, j'aime bien cette manière de faire parce que dans le domaine de la construction, du moins ici chez Soumission Rénovation, vu que notre objectif c'est de trouver, on a des clients qui nous envoient des projets qu'ils veulent faire et nous on essaie de leur trouver l'entrepreneur qui puisse les aider dans ce qu'ils font et on peut référer des entrepreneurs par service. Et il y a vraiment des spécialisations où j'ai l'impression qu'ils travaillent soit uniquement l'été, soit uniquement l'hiver. Tout à fait. Et ça crée un peu ces petites zones de... Le stress, on a des paiements. Les paiements rentrent l'hiver aussi. Là. Donc peut-être le fait d'accumuler un petit peu plus par extension de connaissances, mais aussi un petit peu plus de skills, un petit peu plus de services à fournir, un petit peu plus de... Peut-être ça peut régler des problèmes. Ah, carrément. Ça, puis au niveau des employés aussi, c'est à double tranchant parce que c'est difficile d'avoir des gens qui sont bons dans tout, entre guillemets, bien sûr, mais inversement, ça fait des gens qui s'ennuient pas à leur travail. Ouais, c'est vrai. C'est plaisant quand tu viens de finir un projet, tu passes à complètement autre chose, tu changes d'air à chaque fois. Ouais. C'est quand même plaisant. Si j'ai bien compris, le système dans l'entrepreneur général, c'est que vous êtes entrepreneur général. Ça veut dire que vous avez des certifications pour faire de la job spécifique, spécialisée ou autre, mais vous avez une certification, une RBQ spécifique qui vous permet de pouvoir sous-traiter et engager d'autres entrepreneurs qui sont, eux, spécialisés. Ouais. Donc, dans le fond, vous n'avez pas besoin de toucher à tout. Il faut juste que vous maîtrisiez 2-3 petits trucs. C'est exactement et après, ça. Vous pouvez combler ce qui vous manque. Vois-tu, dans les métiers spécialisés de charpentier, je couvre 26 sous-corps de métiers dans un même métier. Donc, il y a 26 sous-catégories dans le métier de charpentier. OK. Donc, moi, ma stratégie, c'est que des charpentiers, techniquement, j'en ai 5. J'ai un cimentier, j'ai un plâtrier. Déjà là, à l'interne, je suis quand même capable de couvrir beaucoup de terrain. Et là où c'est intéressant d'être général, je vais te donner une histoire courte. Je suis en train de bâtir un garage au moment où on se parle. Ben, c'est nous qui avons bâti la structure. J'ai pris mes gars pour faire la couverture parce qu'elle était petite, mais j'ai engagé un électricien pour tout faire l'électricité, évidemment. OK. Il y a un plombier qui est venu faire, dans le fond, tout le sous-terre pour la cuve puis amener l'eau. J'ai un excavateur qui est venu creuser avant puis qui est venu remblayer par la suite. J'ai un cimentier, j'ai pas pris le mien parce que c'était trop gros. J'ai un cimentier qui est venu faire la dalle. Donc, ça me permet d'engager tout ce qu'il faut pour accomplir un projet de A à Z. OK, c'est stratégique, même le choix des personnes qui vont faire... Carrément. Mais mon cimentier, exemple, si j'ai des bordures de trottoir à faire, mais là, ça vaut la peine de prendre juste mon cimentier à moi. Ou une job d'époxy, disons. Parce qu'il fait de la job plus grosse, plus d'envergure. Non, c'est l'inverse. C'est que mon cimentier, si la job est trop grosse, j'en ai seulement un. Je suis pas équipé non plus comme un spécialiste. C'est là où je te parlais de stratégie d'être général. Être spécialisé, c'est très coûteux. Un couvreur, exemple, qui fait de la TPO ou de la Soprastar, écoute, les camions, la grue, tout ce que tu voudras, ça prend énormément de stock. Je peux pas en faire 3 par année puis être rentable. Je comprends. C'est là où je vais prendre un sous-traitant. Inversement, ce qui est très plaisant, être général, là, on va prendre la toiture comme exemple, justement. Ça m'est arrivé souvent de faire des toitures où moi, jamais mes employés ont vu cette job-là. J'ai juste envoyé un sous-traitant. OK. Donc, seulement faire la gestion du projet et c'est tout. Dans le cas où vous sous-traitez, j'imagine que vous avez déjà accumulé beaucoup d'expérience et vous connaissez déjà les personnes avec qui vous allez faire affaire. Oui. Mais dans le fond, si vous n'avez plus personne, comment vous engagez des nouveaux entrepreneurs? Comment ça fonctionne? On parle à d'autres entrepreneurs. Ah, OK. À Montréal, Ah oui. La grande région montréalaise, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a tellement d'ouvrages qu'on n'a pas besoin de se manger à laine sur le dos. Tout le monde travaille. Il y a pratiquement une camaraderie entre les entrepreneurs. En tout cas, dans ma perspective à moi, dans mon domaine, c'est tellement vaste. Tout le monde travaille. Si tu ne travailles pas dans ce que je fais, c'est parce que tu n'as pas les compétences pour travailler. Tu es censé avoir des contrats. On est dans une époque où il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis où il y a une grosse recrudescence de beaucoup de sortes de projets parce que les villes sont en ruine. Ouais. Donc, c'est pas normal de manquer d'ouvrage. Ce qui fait qu'il y a une certaine entraide entre les entrepreneurs. Ouais. J'ai beaucoup de contacts que si, exemple, mon plâtrier est trop booké, ça arrive. J'appelle d'autres entrepreneurs qui vont me référer le leur parce qu'ils savent, mettons, qu'il manque un peu d'ouvrage. C'est comme ça que tu bâtis tes contacts. Mais dans les 5 dernières années, je te dirais, dans les 5 dernières années, j'ai toujours joué avec le même monde.
C'est dans les 2 premières années où j'ai eu malheureusement beaucoup de roulements de sous-traitants, puis j'ai eu des problèmes avec certains sous-traitants, entre autres couverture. Le plâtre, écoute, les 3 premiers plâtriers que j'ai engagés, ça a été des catastrophes. OK. On était obligé de refaire les travaux qu'ils ont effectués. Ça fait malheureusement partie de la game. C'est derrière moi. Maintenant, les plâtriers que je prends, j'en ai seulement 2. Puis c'est toujours impeccable. Fait que c'est là qu'au fil du temps, tu te bâtis un carnet, je veux pas de contact. C'est à quel moment que vous prenez la décision de j'arrête de sous-traiter, mais j'engage vraiment quelqu'un pour cette job-là spécifiquement? Le volume, c'est vraiment en fonction du volume. Si, tu sais, exemple, je te disais, j'ai un cimentier. Si je me rends compte que je viens de gagner 400 000 $ d'ouvrage en béton, clairement, je vais penser à en engager 2-3 autres. Tandis que là, il est pratico-pratique pour moi quand j'ai des réparations à faire, etc. C'est pratique de l'avoir aussi. Il y a un certain plaisir d'engager les sous-traitants, c'est que la responsabilité tombe sur eux en fonction de ce qu'il a effectué. Clairement, c'est moi le maître d'œuvre, je suis responsable. Puis c'est à moi de m'assurer que tout se passe bien. Mais, je vais donner un exemple, tous les outils brisent en même temps sur le chantier du sous-traitant. Mais c'est pas moi qui vais lui racheter ses outils, c'est ses affaires à lui. C'est là où je minimise mon risque. Mais dans le fond, OK, ça, je comprends cette partie. C'est un exemple banal. Oui, je comprends cette partie. Mais si le sous-traitant, il va venir représenter Construction A4, on est d'accord? Ouais. Donc, lui aussi, il a une part de responsabilité à travailler sous le nom de votre compagnie. Clairement, ça, c'est officiel. Encore une fois, je suis toujours maître d'œuvre. Ça revient à moi de m'assurer que tout se passe bien. Ce qu'on fait, d'ailleurs, la saine gestion d'un projet, c'est vraiment mon rôle à moi. OK. Moi puis mon chargé de projet, c'est vraiment nous qui s'assurons que tout se déroule bien. Tu sais, je te donnais l'exemple des outils, il était peut-être un peu mauvais. C'est plutôt quand il y a un pépin au chantier et tout ça, ou exemple, je vais te donner l'exemple du béton. Il attend son béton pendant 3 heures. Je ne reçois pas de facture parce que lui a payé des gars 3 heures à attendre du béton. C'est là où d'avoir des sous-traitants, ça me permet de dégager mon horaire à moi, d'envoyer mes employés sur d'autres chantiers. Comme ça, je peux rouler simultanément un peu partout. OK, mais ça veut dire que si vous faites ça, vous êtes plus sur le terrain. Ben, Vous avez plus le temps comme avant de gérer... je suis un peu sur le terrain. C'est ironique que je dise ça parce que dans les 2 dernières semaines, j'étais quand même fréquemment sur le terrain parce que je forme. Je forme certains membres de l'équipe. Puis aussi, veux pas, je me considère quand même comme quelqu'un de compétent. En tant que charpentier, ça fait du bien quand j'y vais pour que tout roule rondement. Mais j'imagine qu'il faut laisser un peu... Parce que vous pouvez pas tout gérer. Impossible. En soi. Donc, pour pouvoir libérer un peu de temps, c'est sûr J'ai pris un que... chargé de projet, dans le fond, pour m'aider dans tout ça. C'est sûr que moi aussi, je me présente au chantier, puis il y a quand même 2 menuisiers clés dans l'entreprise qui vont aider au roulement des projets. Donc, si les menuisiers clés sont stratégiquement disposés sur les chantiers plus complexes, ça me permet de gérer seulement au téléphone les chantiers qui le sont beaucoup moins. OK. Puis mon chargé de projet peut faire la navette sur plusieurs chantiers. C'est quoi votre plus beau projet? Effectué ou à venir? Wow. Le plus beau projet effectué, Effectué. je te dirais que c'est les 13 bureaux psychologues pour un OBSL qu'on a refait l'année dernière. Quand même un 4000 pieds carrés de plancher. On est arrivé sur un base building, structure d'acier autour. Il y avait seulement l'uréthane sur les murs puis une dalle de béton. On en a fait un sacré beau projet avec tout un nouveau système de ventilation, des salles de bain avec accessibilité. On a fait tout le système pour les portes automatiques, tout ça, l'intercom, la sécurité. Ensuite de ça, veux pas, il y avait énormément de divisionnage à faire. Il y avait des bureaux spéciaux dans l'entrée pour créer une certaine ambiance. Les murs avec des caches d'ailes, etc. C'était quand même un super projet, je te dirais. C'est pas le plus beau, dans le sens où ça reste des bureaux. On a réussi quand même à y donner un certain cachet. C'est le fait que c'est un coup de circuit, ce projet. OK. Ça a été magnifique de A à Z, le déroulement. Est-ce que ce projet-là a été un next step pour vous? Est-ce que ça vous a laissé... En fait, je cherche les points qui vous ont fait passer à un autre level de votre entreprise. Le point qui nous a fait passer à un autre niveau, je dirais, c'est quand on a commencé à avoir le courage à faire des gros agrandissements. Ça a vraiment changé la game. 2021, on a commencé à avoir des projets beaucoup plus d'envergure. On a commencé à prendre plus de risques. Je veux pas, l'expérience était là, puis on avait aussi le staff pour nous aider à accomplir tout ça. Je vous dirais, mon premier gros agrandissement va avoir été un game changer. Ça a été à Saint-Bruno de Montarville. On a ajouté un 2e étage sur un bungalow de 70 pieds de long. Un plein pied qu'on a carrément fait un cottage avec. On y a attaché un garage dessus. On a agrandi le sous-sol avec un patio qui était 100% étanche sur le dessus, avec un toit, etc. On parle d'un projet dans les 400 quelques mille avant taxe. C'est nice. Ça a été mon premier projet vraiment d'envergure. Les bureaux de l'OBSL qu'on a rebâtis étaient dans les mêmes prix,
Mais le modèle est complètement différent, encore une fois. En termes d'exécution et de gestion, je vais quand même préférer le projet de Saint-Bruno à celui de l'OBSL. Ouais, je comprends. Dans le fond, est-ce que vous êtes en contact avec les clients si vous traitez des projets résidentiels, par exemple? Absolument. OK. Donc C'est la partie que je pense que j'excelle dans l'entreprise. Au niveau des ventes puis du service client, c'est vraiment mon rôle. OK. Par extension, vous vous occupez aussi de la pré-validation du projet. Absolument. C'est-à-dire, est-ce qu'on le prend, on le prend pas? Absolument. J'aimerais bien savoir, c'est quoi les red flags que vous pouvez rencontrer? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous acceptez pas un projet? Un client qui veut ça pour demain matin. Quand on parle d'un agrandissement ou de refaire complètement une cuisine et tout, souvent, ils veulent ça pour demain, mais ils sont même pas prêts. Fait que là, ils commencent à te mettre de la pression automatiquement. Ils sont stressés en partant, ils sont stressés. Souvent, ça va faire des gens qui, dans le processus, vont nous mettre des bâtons dans les roues malgré eux. Ils feront pas exprès, mais par leur stress, par le niveau d'émotion qu'ils vont mettre dans le projet, vont venir contrecarrer nos plans souvent. Ça peut devenir difficile, puis ceux qui sont pressés dernière minute, souvent, c'est un très gros red flag. Ou quand en partant, il dit à peu près 6 fois qu'il y a l'argent pour faire le projet, ça me donne tout de suite l'impression qu'il l'a pas. OK, je comprends. Ouais. Ça ou ceux qui nous permettent pas de mettre les clauses sur les contrats du genre on sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière le mur quand on défait le revêtement. Ben on met un prix au pied carré pour refaire, disons, l'OSB derrière. On met quelques clauses quand même préparatoires pour que le client puisse savoir quel genre de coût pourrait être engendré. Et ils veulent pas qu'on mette ces clauses-là en prétextant qu'on refait le revêtement. Donc, si on défait puis que c'est pourri, ben il faut le refaire parce qu'on refait le mur. Mais vous, en partant, c'est conflictuel. Là, on n'est pas archéologue. Ça, c'est un exemple qui est niché. Les revêtements, c'est parce que ça arrive tellement souvent que des gens assument qu'on va tout refaire. Ouais. C'est que si l'eau a rentré puis qu'il est allé jusque dans la cuisine, il faut que tu refasses la cuisine rendu là, tu sais. Ça, c'est des gros red flags pour moi. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils aux personnes? Comment bien se préparer par rapport à un projet que quelqu'un veut faire, en fait? Moi, je veux rénover ma maison ou l'agrandir ou autre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains types de jobs spécifiquement. Je comprends un peu pourquoi le client peut être pressé. Par exemple, la job au niveau de la toiture ou du revêtement ou autre. Peut-être qu'il a peur que ça, c'est autre chose. Ça engendre des problèmes un petit peu plus ça, je comprends. conséquents. Mais faire une cuisine, c'est pas supposé être précipité. Oui. Je vais donner un autre exemple aussi qui rentrait dans ta question avant. Je vais te répondre à la prochaine après. Ceux qui n'ont pas été voir la ville pour savoir si le projet se faisait, c'est la première étape. Ils veulent qu'on soit là demain matin, mais on n'a même pas regardé s'ils pouvaient le faire, le projet, en fonction des permis avec la ville. OK. Les premières étapes sont brûlées, on veut tout de suite passer au résultat, ça fonctionne. Pour bien préparer un projet, je pose tout le temps les questions suivantes. Avez-vous déjà regardé au niveau de la ville si votre projet est faisable? C'est la première chose. La deuxième, c'est avez-vous des plans pour votre projet? C'est la première étape, c'est d'aller voir la ville. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Deuxième, c'est d'établir des plans. Je comprends qu'on n'a pas besoin de plans pour une toiture, mais si on parle d'un projet d'envergure, tu es censé avoir regardé si tu peux. Oui. Tu es censé avoir commencé à établir les paramètres de ton projet. Puis, la dernière question, tout dépendamment de l'envergure, évidemment, c'est de quelle manière est financé votre projet. Je ne demande pas le montant. Je ne veux pas être biaisé en fonction de l'enveloppe des gens parce que souvent, psychologiquement, tu cherches à atteindre ce montant-là. C'est la pire chose. Mais au moins de savoir, est-ce que vous êtes prêt financièrement à faire votre projet? C'est là où est-ce que les gens, sans parler de montant, vont dire, ben écoute, on a économisé, puis on s'est fait faire un prêt à la banque. Pas de problème. Je ne veux pas savoir les détails de votre prêt ou même de vos économies, c'est personnel à eux. Mais c'est si au moins ils connaissent les enjeux de faire un projet de construction, dans le fond. Mais dans le fond, vous n'avez aucune implication au niveau de la ville. Vous pouvez Ça pas, par dépend. exemple, aider un client à savoir si son projet est faisable ou pas. On travaille en toute diligence. Donc, on va quand même répondre à des questions qui peuvent être nébuleuses au point de vue du site web des villes. Mais la première clause de mes conditions générales contractuelles, c'est que je ne suis pas responsable des permis d'occupation temporaire de l'espace public et des permis de construction. Pourquoi? Chaque ville, chaque arrondissement est différent. Je peux pas tout, Oui, c'est sûr. pas tout savoir. Ça me met à risque. Puis, c'est un temps fou. Ouais. C'est trop long. Je peux pas me permettre de C'est fouiller. plus simple qu'ils appellent Je vends le directement et qu'ils service, par demandent. contre. Ok. Je vends le service d'obtention de permis, puis j'ai un architecte qui travaille à l'interne pour nous, donc on peut faire le clé en main, l'obtention du permis, puis les plans. Vous pouvez faire, du coup, les Ça plans. me permet c'est de comme- gagner des travaux comme ça. Le garage qu'on bâtit, si c'était pas du fait qu'on produit les plans, il nous aurait pas pris. Grâce à nous, son processus avec la ville a été très fluide parce qu'on y a offert le plan avec un prix en fonction du plan qu'on fournit. Ça peut pas changer. C'est nous qui a fait le plan, c'est nous qui a paramétré le projet. On y a vendu un produit fini. OK. Fait que ça, c'est ma formule. Ça a pris 7 ans avant de me rendre à cette formule-là. Si Oh. j'en rêvais, ça faisait longtemps de vendre un projet.
Ça, c'est plaisant. Avoir un accompagnement vraiment de Mais zéro. je le sais, c'est quoi que je fais comme contrat, c'est moi qui ai vendu le projet. J'ai déjà dit au client, le garage va être de telle dimension. On va faire le toit telle pente, tel revêtement, la façade va être comme ça. C'est quand même plaisant. Comme ça, je sais déjà où je m'en vais. Vous conseillez tout type les matériaux, c'est les clients qui vont les choisir. Anyway. Dans une certaine marge, oui. Moi, il y a certains matériaux que je refuse de toucher. Puis j'ai quand même des bons speeches par rapport à ça. Les revêtements extérieurs, entre autres, les finis intérieurs aussi. Je veux dire, j'ai quand même une bonne base de connaissances là-dedans. Je laisse toujours le feu vert au client pour nous parler de ses idées. Puis après ça, on peaufine ses idées en fonction de notre expérience. OK. Parce que, tu sais, les gens sont néophytes en construction la plupart du temps. Ils connaissent pas ça. Je vais donner un exemple. Je vais nommer le matériel, même si on est en nombre, mais le Canexel, exemple, je refuse. Ah oui, pourquoi? C'est de la poussière de bois avec de la colle peinturée. Le bois, quand ça prend l'eau, ça gonfle. Quand ça gonfle, la peinture écaille. La peinture écaille, ça prend plus d'eau, ça gonfle encore plus. Canexel, souvent, les gens veulent leur maison, un cottage complètement fait en Canexel. Je comprends que le prix est bon, mais 90% des fois dans ma vie où j'ai touché du Canexel, c'était pour l'arracher. Mais il y a une raison à ça. C'est que c'est pas très performant pour le prix. Je vais conseiller un fibrociment à la place ou même un D4 en aluminium bien normal. Est-ce que c'est relativement proche en termes de prix? Est-ce que c'est... Oui, ça se ressemble beaucoup. Même vu qu'il y a du fibrociment, j'ai quand même un certain volume d'achat. Je suis moins cher qu'en Canexel avec des meilleures garanties. Puis c'est justement garantie. Je veux pas garantir une job de Canexel, mais dans le fond, j'ai pas le choix de garantir mes travaux, là, qu'on se comprenne. C'est pour ça que je touche pas. Donc, il y a une part de conseil dans ce que Absolument. vous faites. Donc, vous essayez d'aiguiller un peu le client parce qu'après tout, peut-être que si on prend l'aspect, le point de vue du client, les choix qu'il va faire, dépendamment par rapport à son projet, c'est vraiment... ça. Je pense que la majorité, ça va être des choix basés sur l'esthétique. Oui, ou ce qu'ils ont entendu dire aussi. Voilà. Tu sais, exemple, j'en ai perdu des travaux parce que le client voulait du Canexel ou de l'acrylique. L'acrylique aussi, je veux pas. Je n'ai jamais fait poser, je n'ai toujours fait arracher pour mettre autre chose. Il y a un client, une fois, il fallait de l'acrylique. La ville, c'était obligatoire. J'ai dit, passe au suivant. Bonne chance dans ton projet, je m'embarque pas là-dedans. Trop de risques, c'est limiter tes risques en affaires pour essayer de garder tes sous dans tes poches à la place de les pitcher partout. Ouais. Selon vous, c'est quoi le plus important dans ce que vous faites? On va dire que si on coupe entre deux parties, on a la partie client, on a la partie vraiment exécution des travaux. Les deux sont extrêmement importants. Exactement. Mais dans le fond, sur quoi il faut miser pour quelqu'un, par exemple, qui vient de se lancer? Je te dirais que la première sphère qu'il faut absolument peaufiner en affaires, selon moi, c'est l'efficacité de ton entreprise. Il faut que tu prennes le temps de modeler tes affaires en fonction des projets que tu es sûr d'effectuer avec brio du premier coup. Vraiment que tu peaufines aussi ta méthode de gestion de l'horaire. Quand j'ai commencé, c'est arrivé souvent que les projets se sont bien passés. Le résultat est là et tout, mais dans le processus, j'ai perdu de l'argent à cause de perte de temps, manque de logistique. Ça m'a causé quand même gros des problèmes au départ. La qualité était là, mais exemple, on décolle un projet, la liste d'outils a été faite trop dernière minute, il manque des choses. Tu commences le projet, tu arrives, tu n'es pas prêt. C'est l'organisation. C'est l'organisation. Vraiment, on avait beaucoup trop mis de temps sur notre admin pour ce qu'on avait de volume à la place de peaufiner l'exécution. Le service client veut pas, à quelque part, un coup que ta vente est faite, ce qui va parler pour toi, c'est ce que tu vends comme résultat. Mm-hmm. C'est pour ça que la sphère client est beaucoup plus maigre, selon moi, dans la sphère d'entreprise que l'exécution. Le savoir-faire. Avoir une organisation solide, c'est important. C'est sûr qu'au début, mes moyens n'étaient pas là. Je me suis parti de l'organique. J'ai grossi vraiment petit feu à petit feu. J'avais même pas de crédit de l'entreprise quand j'ai commencé parce que j'avais rien en caution. Donc, tu peux pas demander de crédit en affaires comme ça, mais au fur et à mesure, on achetait ce que ça prenait puis tout. Fait qu'au début, en bon français, on était broche à foin. Mais maintenant, la structure est là, je me casse beaucoup moins la tête. Mais ça prend des moyens. Pour atteindre ces moyens-là, tu veux des projets payants. Si tu veux des projets payants, fais-en pas 50 en même temps. Fais-en 2 ou 3, mais effectue-les vraiment comme il faut. Assure-toi qu'il n'y ait pas de perte de temps, pas de perte de matériel surtout. Puis c'est comme ça qu'au fil du temps, tu peux te bâtir quelque chose de solide, selon moi. Mais si on part du principe que c'est pas potentiellement tout le monde qui arrive à faire ça et qui arrive à gérer cet aspect-là, est-ce que vous conseillez de déléguer? Est-ce que vous conseillez de... Déléguer, ça coûte cher. Il faut que tu aies bien vendu tes projets pour déléguer. Tu sais, exemple, mon arcade,
Les gars loués que j'ai là-bas, ils me coûtent facilement 25 $ de l'heure de plus que les employés que j'ai. C'est un pensez-y bien, mais la compétence est là. C'est le genre de choses qui me permet d'être à un podcast pendant qu'eux travaillent puis que je suis tranquille. Comment je pourrais répondre à cette question-là? Dans un moment comme ça, je pense qu'il faudrait réviser quel genre de projet tu fais ou quel genre d'envergure. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour viser une rentabilité, je pense. Tu sais, j'en ai fait des projets qui n'ont pas été rentables juste parce qu'on n'était pas bon pour les faire. Encore une fois, le résultat est là, mais, exemple, on a une toiture qui était trop grosse pour nous, commence à la faire, puis tout. J'ai pris des coureurs pour le reste, c'est trop gros. Pas les gars pour faire ça. Ça avance juste pas comme il faudrait. Ça fait un projet que le résultat est là, mais crime, au final, t'as pratiquement pas fait d'argent, pourquoi tu le fais? Le but, c'est de pas courir après sa queue à quelque part. Là. C'est le fait c'est de l'évaluation, c'est de jauger ce que la personne peut ou ne peut pas faire. Faut pas que tu te voiles la face. Est-ce que tu peux le faire avec brio ou non? C'est vrai que c'est punitif. C'est qu'au début, je te donne cet exemple-là parce qu'au début, tu cherches à travailler, tu veux pas rester chez toi, il faut que tu remplisses les coffres et que tu as tendance à trop accepter d'ouvrage facilement. Maintenant, dès que j'ai une espèce de petite voix dans moi qui me dit « Ah, c'est on le fait pas », je le fais. Des fois, le projet a l'air beau, mais il y a des complexités que je vois, trop de possibilités de problèmes, trop de possibilités de surprises. Je m'embarque pas là-dedans. Ça, c'est un luxe que tu peux te payer juste avec le temps. C'est pour ça que je suggère au début, essaye d'avoir du volume avec le même genre de projet, peu importe c'est quoi que t'aimes, pour bien les réussir, puis que tu aies un certain roulement, pas être toujours en train de réviser le stock qu'il faut que tu amènes, pas tout le temps être en train de briefer ton staff parce que tu les fais changer de travail tout le temps. Au début, c'est crucial. Maintenant, je peux plus me permettre de faire la navette sur les chantiers, former ces gens-là pour éventuellement puis avoir à y aller au chantier pour toutes sortes de projets. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est toi qui s'occupe des formations. Oui et non. Il y a des employés qui sont bons à l'interne qui vont former les apprentis avec eux. C'est essentiel. Disons qu'aussi, je suis quand même picky en bon français sur certaines choses, fait que j'aime aller montrer comment je le veux. Okay. Je sais que je regarde la maison du voisin, puis c'est fait de telle manière, mais on n'est pas sur la maison du voisin. C'est pour ça que j'aime aller au chantier pour vraiment faire de la pédagogie, dans le fond. Les gens qui travaillent pour moi, ils savent comment bâtir, mais il y a certains détails parfois qui sont seulement dans ma tête. Ça, c'est pas de leur faute. Ça s'explique un peu mal avec des mots, ou des fois, un plan, c'est beau, mais il faut que tu figures beaucoup. Ben, des fois, les gens n'oseront pas penser à ma place. Ce que je préfère, j'aime mieux y aller, le montrer, puis je m'en vais après. Ça prend pas une journée nécessairement là, pour faire un peu de pédagogie. Tu essaies d'avoir un chantier où il y en a 2, 3 en même temps. Tu fais les 3 en même temps, tu viens de régler le dossier. Puis tu leur dis, les boys, ça va être pareil pour la prochaine. J'imagine que c'est pas évident de gérer 3 chantiers simultanément. J'en ai 8 à l'heure où on se parle. Ouais. Incroyable. Mais on est rendu aussi à une ère où la technologie de notre côté, on a un logiciel qui s'appelle Monday, dans le fond, pour faire la gestion de l'horaire, diagramme de Gantt pour chaque projet qui se superpose. Microsoft quand même vraiment bien à jour aussi au niveau de OneNote, Outlook. Il y a quand même des bonnes méthodes pour faire des suivis. Les to-do sont tous dans OneNote. Tous les dossiers de soumission en cours, projets en cours, des notes, si on veut, plus spécifiques, ce qui est niché dans OneNote. Outlook, tous les suivis clients ou fournisseurs. Il y a tellement de bonnes manières de mettre automatiquement sur un courriel un suivi pour que si cette personne-là t'a pas répondu 3 jours plus tard, ça pop direct sur mon téléphone, il faut que je fasse un suivi pour ce courriel-là, il m'a pas répondu. Tu rappelles ton fournisseur, finalement, j'ai mes trosses quand? OK. Tu l'échappes pas comme ça m'est arrivé. Tu sais, l'exemple, direct là que je te parle, les trosses, exemple, là, c'est fou comment de rappeler une semaine avant pour être sûr que tu l'as la date prévue, c'est essentiel. Ben, quand que là, 2-3 ans, je n'avais 4 chantiers, tu commences à l'échapper un peu. C'est là que des fois, ton staff arrive le jeudi où tu es supposé avoir des trosses, puis il n'y en a pas de trosses. Tu as oublié d'appeler le fournisseur une semaine avant pour être certain qu'il rentre la journée qu'il te l'a dit. Tu as mis la bonne date dans ton horaire, mais tout le monde change d'idée, puis c'est normal. Maintenant, je me fais pas avoir. Ouais. Je suis au téléphone souvent, mais mon staff, eux, ils m'appellent pas pour me dire « Ouais, j'ai pas de stock ». Comment vous avez eu cette idée d'inclure ce type de logiciel? C'est mon chargé de projet qui me l'a proposé. Le mérite lui revient. Monday, il l'a trouvé sur Internet, parce que je lui ai dit « Alex, je dis, tu peux pas être dans ma tête, je peux pas être dans la tienne. Je suis pas habitué. Tu sais, moi, avant, j'avais un associé. Un actionnaire puis un employé, c'est 2 choses. Donc là, j'étais comme, il faut qu'on trouve une façon d'être les deux dans la même tête. Il faut être capable d'avoir la même plateforme, toi puis moi, pour visualiser notre ouvrage. Il s'est mis sur le dossier de trouver un logiciel, puis il a trouvé Monday qu'on aime beaucoup. OneNote, avant, ça, c'est de mon cru. Comment tout est monté, les supports de texte, même pour les courriels. Toutes les procédures aussi sont dans OneNote. Puis Outlook, ben là, ça, c'est assez générique, je te dirais. Mais non,
Mais Monday, ça revient vraiment à mon chargé de projet, le mérite. Si on parle de technologie, à partir du moment, en fait, si on prend quand vous avez commencé et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu, je pense que oui, mais je veux avoir votre avis, est-ce que vous avez vécu des avancées technologiques au niveau du domaine de la construction dans ce que vous faites? En termes d'outillage, oui, exemple, c'est pas extrême, mais ça a beaucoup évolué depuis que moi je suis menuisier, les outils à batterie, entre autres, ça c'est sur le terrain. Pour ce qui est vraiment de l'admin, c'est un peu moi qui est un mammouth. Ça fait depuis avant que je suis en construction que tout ça existe, mais que c'est moi qui n'étais pas adapté, dans le fond. OK. Les ordinateurs, ça fait pas très longtemps que je suis très à l'aise avec ça. Aussi que j'en ai pas le dédain profond. J'étais beaucoup papier avant. J'aime pas vraiment être sur un ordinateur, mais force est de constater que c'est essentiel pour être efficace, je me suis adapté, justement. Okay. C'est votre initiative? Oui, il fallait que je me rende compte que la technologie a une grosse place dans nos vies. Puis c'est aussi, au fil du temps, des sous-traitants qui m'envoyaient des documents, tel logiciel, puis tout. Puis là, je me rendais compte que je suivais pas la game, là. Et là, ils me parlaient de tel logiciel pour estimer, puis tout. Je suis comme, je sais pas de quoi tu parles, mais là, je me rendais compte, moi, je suis en retard. Il fallait que je réagisse un peu. Hein. Ouais, c'est pas évident d'arriver à cette conclusion parce que la plupart des personnes, ils se disent exact. Je travaille pas de cette manière. Non, et puis c'est tout. Faut s'adapter. Je veux dire, c'est pas moi qui roule le monde, là. Fait que, à quelque part, il faut un peu que tu rentres dans cette roue-là. Aussi au niveau de la comptabilité, exemple, au début, comment j'avais le dédain de mon logiciel comptable. Maintenant, je navigue là-dedans comme si rien n'était. Il faut s'ouvrir l'esprit un peu. Aussi, il faut le dire encore, je suis général. Quand tu es spécialiste, tout est tellement pareil. C'est un que ça devient mécanique. Ouais, c'est un petit peu moins essentiel. Je te dis pas une compagnie spécialisée qui a de l'envergure, ça devient aussi essentiel que moi. Et surtout au niveau de l'horaire, justement, avec 8 chantiers, puis beaucoup de sous-traitants par chantier, plusieurs employés, à un moment donné, ça ne fit pas dans une tête. Ça prend une plateforme pour visualiser vraiment ce que tu fais. Comment vous êtes à la fin de journée? Comment vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans ce chantier, J'ai un compte rendu de mon chargé de projet sur les projets que j'ai gérés. Moi, j'ai fait les téléphones aux employés concernés sur les projets que moi, je m'occupe plus. Puis il y a certains projets où je sais que ça a bien été. Parce que vous avez des personnes là-bas? Parce que le briefing a déjà été fait plusieurs jours d'avant. La tâche qui est effectuée en cours est répétitive, va se répéter sur plusieurs jours, voire semaines. Je sais que j'ai pas de suivi à faire. Les commandes sont toutes placées. C'est sûr qu'au fil du temps, tu deviens quand même habile pour savoir sont où les points névralgiques d'un projet. Quand porter des grosses attentions, c'est un peu un mélange de tout ça, dans le fond. Il faut que tu fasses des bons suivis. Je suis un fatigant un peu avec mon téléphone. J'en appelle beaucoup de gens d'une journée, mais ça m'aide à être à jour, justement. Oui, c'est vrai. Au garage, justement, les employés que j'ai mis là, c'est mon équipe un peu forte, si on veut. Ils m'appellent régulièrement. Fait que je sais où est-ce qu'ils sont au courant de la journée, puis ils m'appellent avec des questions pertinentes. Ça me permet de savoir où est-ce qu'ils sont rendus, puis de les épauler un peu dans qu'est-ce qu'ils font dans l'immédiat. Fait que là, je suis capable un peu de me mettre à leur place, puis de voir, OK, ils sont en train de faire ça, ils sont tant de personnes, ils vont se rendre là d'ici la fin de la journée. Si j'ai pas de téléphone d'ici la fin de la journée, c'est parce que c'est comme dans mon plan. Mais c'est pas vrai partout. L'arcade, exemple, on a eu beaucoup de surprises tout le long. Mon téléphone puis celui de mon charge-projet a énormément sonné pour quelque chose qui est un ouvrage simple, entre guillemets. Ça fait partie de la game. Pour ça qu'exemple... Jamais à l'abri de... Non, exact, c'est normal. Là. Si quelqu'un n'est pas capable de s'adapter rapidement puis de prendre des décisions vite, c'est peut-être pas pour lui, ce genre de domaine-là. Mais ça prend du temps pour savoir quelque chose comme ça. C'est en sûr, fait, l'expérience, c'est important. Dans ce que vous faites quand vous engagez quelqu'un, c'est vraiment, il faut attendre qu'il soit sur le terrain pour vraiment conclure quelque chose. Ah oui, je prends même pas de CV. Donc, c'est un risque à prendre à chaque fois. C'est un risque à prendre à chaque fois. C'est pas évident. Non, c'est ça. C'est pour ça aussi que je me présente plus. J'ai beaucoup de nouveaux dans l'équipe. J'ai énormément fait de roulement parce que, encore une fois, je suis piqué puis je peux pas repasser toujours derrière les gens. J'ai écopé quand même gros pour certains employés que j'ai eu récemment. J'ai été obligé de retourner sur le terrain, refaire des choses ou passer beaucoup trop de temps à faire de la pédagogie qui est trop de base pour que ça soit normal pour des gens de cette expérience-là. Fait que j'ai eu beaucoup de roulements. Malheureusement, c'est la dernière année, j'ai eu plus de roulements que dans les 5 années avant. Je comprends. Je pense que c'est normal et ça prend du temps pour avoir une bonne équipe bien structurée comme vous voulez. Donc, c'est pas évident. Et en plus... Non, c'est sûr. Je sais pas si c'est correct, mais vu que les personnes travaillent dans plusieurs entreprises différentes, c'est peut-être pas toujours la même manière de faire. Pas du tout. Donc, c'est vraiment pas évident de travailler ici, après switch, travailler ici de cette manière. Non, exact. Et changer à avoir une autre approche après sur un autre projet. Donc, c'est aussi déstabilisant pour les employés, j'imagine. Ah oui, clairement. Je veux dire, c'est pas un métier facile pour eux non plus.
Changer d'employeur aussi, ça doit être quelque chose. Moi, encore une fois, écoute, des patrons en construction, j'en ai eu 2 dans ma vie. J'ai pas un gros bagage avec d'autres gens que moi-même, entre guillemets. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de collègues qui m'ont appris beaucoup de choses. Puis je pense que l'important, c'est d'apprendre au quotidien. Ceci étant dit, les employés qui ont travaillé pour moi ont connu d'autres méthodes. Ben c'est un peu plate, mais souvent, il faut que je change leur méthodologie. Parfois, parce que leur ancien employeur n'était pas nécessairement compétent dans ce qu'il faisait. Malheureusement, ça arrive. Mais aussi que ces gens-là, ils ont leur propre bagage. Il y a une certaine façon d'approcher les gens pour leur dire il faut que tu changes tes méthodes. Ce que je pense que je suis capable de faire. Parce que j'ai un staff qui m'écoute au moins quand que je change leur méthodologie ou que je leur donne des directives. Ils ont aussi, enfin, j'ai une équipe qui a le réflexe de m'appeler quand ils ne sont pas certains. Ouais. Je leur dis pas comment mettre un pied devant l'autre, mais parfois, j'ai une méthode de faire les choses. On dirait qu'ils savent les petits points où est-ce que c'est un peu nébuleux comment ça se fait. Je vais te le dire, ça va me faire plaisir. J'aime mieux que tu m'appelles pour me poser une question sur comment faire quelque chose que faire n'importe quoi. Bien sûr. J'ai eu un gars cet hiver que j'ai malheureusement licencié très compétent. Énormément de connaissances, mais beaucoup de mauvais plis, entre guillemets, très réfractaire quand on change ses méthodes, beaucoup de difficultés à faire rentrer une nouvelle façon de procéder, avait beaucoup de difficultés à vivre avec le fait que c'est mon résultat qu'on cherche et non le sien, parce qu'il avait pour son dire que c'est lui qui exécute, mais au final, c'est mon oncle sur tout ce qu'il fait. Je fais ce que je demande, à quelque part. Je pense que ça va de soi, je paye pour ça. Tout le staff que j'ai là en ce moment, c'est pas un enjeu que j'ai, puis je suis vraiment content de ça. Parfait. Juste, je veux savoir s'il y a des changements au niveau des réglementations de la construction, des normes de la construction. Comment ça se passe au sein de l'entreprise? Comment vous êtes au courant de ça? Comment vous y remédiez? Est-ce qu'il y a des formations que vous faites, que vous êtes obligé de faire ou qu'il est préférable que vous faites à chaque année ou autre? C'est une bonne question. La RBQ vient de déclencher un processus de formation continue. Je pense qu'il était temps. Il y a beaucoup de mammouths dans la construction. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont appris à la vieille école. Ce qui se faisait il y a 25 ans comme il faut n'est pas nécessairement comme il faut aujourd'hui. Ouais. Je pense aussi qu'en étant jeune, je suis heureusement tombé dans une nouvelle ère de la construction. Ça me permet d'être déjà quand même à jour. Je dirais aussi que l'ACQ métropolitaine, mon patronat, dans le fond, nous fournit quand même régulièrement de l'information. J'ai beaucoup d'infolettes qui rentrent, puis des magazines qui contiennent beaucoup d'informations, puis ça m'intéresse. J'ai quand même une passion pour qu'est-ce qu'on fait, puis une passion pour le bâtiment, ce qui fait que j'apprends de facto toujours en continu des nouvelles méthodes, des nouveaux matériaux, des nouvelles normes. Reste que c'est quand même pas évident. Sinon aussi, ce que je fais, c'est que je me base sur la GCR souvent. Pour ce qui est du résidentiel, commercial, c'est d'autres choses. Mais résidentiel, la GCR sont au plus des nouvelles normes. C'est quoi la GCR? Garantie construction résidentielle. OK. Avec tout ça pour dire, eux sont aux normes les plus sévères. Ils sont au-delà du code dans 90% du temps. Ce qui fait que si on bâtit même une rénovation, un agrandissement en fonction d'une maison neuve, comment est-ce que tu veux dire que c'est pas bien fait? Tu es aux dernières normes. Fait que j'ai mis dans mon système, dans mon OneDrive, toutes les normes de la GCR. Oh! Fenêtres, lanterneaux, le béton, l'isolation, les garde-corps, l'accessibilité. Puis c'est de les relire de temps en temps. Puis avant de soumissionner un projet aussi, si je vois qu'il y a des points chauds dans le projet, je retourne dans mon fichier de documentation informative. Quand tu as du plaisir à apprendre, c'est pas difficile. Ouais. L'information vient à nous quand même facilement. Leur PCHQ, je les connais pas. Je pense qu'ils font à peu près comme leur CQ. Ils nous l'envoient l'information. On peut pas le deviner que ça change. C'est juste impossible. Parfait. La dernière partie, je veux bien savoir comment vous faites. Parce que j'imagine que vous avez, au fur et à mesure de votre parcours et de l'expérience que vous avez accumulée, vous avez peut-être gardé la même équipe pendant peut-être une longue période. Comment vous avez réussi à fidéliser les employés? Comment vous avez... Parce que je pense que dans le domaine de la construction, il y a beaucoup de... Il y a un manque de... Il y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Compétences. Exactement qualifiée. Comment vous faites pour ne pas avoir à perdre des membres ou à perdre des bons joueurs de votre entreprise? C'est une excellente question. Je vais parler pour moi. En tout cas, je pense que c'est important de gagner le respect des gens qui travaillent pour toi. Il ne faut pas qu'ils te voient comme un exploitant. Il faut qu'ils te voient comme un leader. C'est important que ces gens-là sachent que ce que tu leur demandes de faire, tu es capable de le faire. Moi, je ne suis pas Merlot. Je suis une petite entreprise. Les employés, ils me parlent. Je les connais. Il y en a même c'est mes amis. Donc, c'est important que ces gens-là aient du respect pour toi. Il faut, quand tu arrives sur le chantier, ils sentent qu'ils sont soulevés et non écrasés par leur patron. C'est important. Tu es dans une époque où est-ce que la tyrannie, c'est impossible à faire puis de garder son staff. Je veux dire, on est en 2024. J'ai eu une équipe de 5 gars qui est restée pour moi pendant presque 4 ans.
Et le noyau de cette équipe-là est parti dans le fond de chez nous, pas parce qu'il était pas bien, mais bien parce que la conjointe qu'il avait voulait retourner dans sa région natale, dans la Naudière, ce qui l'amenait beaucoup trop loin de mes projets. Ouais. Il m'a annoncé ça, puis évidemment, je comprenais à 100%, même si ça me crevait le cœur, hein, comme on dit. Lui, son départ a fait un effet boule de neige parce que, bref, le noyau de l'équipe, puis là, le staff était comme Ça a déstabilisé qui je vais un peu. mettre en place pour lui. Puis j'en avais 2 qui restaient loin quand même de mes projets. Ben ça a comme été la goutte pour eux. Je comprends. J'ai eu cette équipe-là pendant presque 4 ans. Puis depuis qu'eux sont partis, j'ai continuellement changé mon staff jusqu'à temps que je trouve les gens qui me convenaient. Aussi, j'ai eu beaucoup de roulements. On va revenir sur le sujet de comment faire pour fidéliser les gens. J'avais beaucoup de restructuration administrative à faire. J'étais très peu sur le chantier. Les employés me voyaient presque pas. Parce que je venais de racheter mon ancien associé. J'étais devenu seul. J'étais toujours devant un ordinateur. Ben, ils perdent l'espèce d'effet de respect. Ils se sentent moins, si on veut, épaulés dans ce qu'ils font. Il y a moins d'implication. Il y a moins d'implication, fait qu'ils te voient vraiment comme quelqu'un qui les exploite, selon moi. Encore une fois, quand tu n'es pas merlot, le patron, il le voit pas, mais il y a un surintendant qui est là pour incarner cette espèce de leadership-là. Avec une compagnie de mon envergure, j'ai pas encore ça. Ce qui fait que là, je me présente, puis dans les étapes cruciales, je me présente, puis je le fais avec eux. Je leur montre. C'est moi qui mets le rythme en place, dans le fond. Qui montre un peu c'est quoi qu'on peut tolérer ou pas comme journée, comme rapidité, comme effort. Okay. Mais c'est là qu'ici, ils voient que moi, pour terminer une étape, je vais prendre mon break une demi-heure plus tard, ben il n'y en a pas un qui va aller s'asseoir. Personne ne va rien dire. Puis le but, c'est pas non plus de faire étirer leur pause. C'est de terminer une étape, de faire qu'est-ce qu'on a à faire. Ouais. C'est pas comme si j'allais m'asseoir et je leur disais finissez ça pour ensuite vous asseoir. Je comprends. C'est là où est-ce qu'il y a une espèce d'effet de... C'est vraiment l'égalité de... Ben exact, ils voient que je suis là pour eux. Répondre aux questions, c'est sûr, mais de faire l'effort. Tu sais, la couverture du garage, j'allais la faire avec eux. Ça s'est fait en un temps record. Ça a été bien fait, je leur ai montré mes méthodes, puis j'ai sué comme eux. J'ai forcé comme eux. Ça, je pense que ça fait gagner le respect de ton équipe. Excellent. Pas être là tout le temps, ils savent que j'ai de l'admin à faire, mais d'y aller donner un petit pep de temps en temps. Bien sûr, le fait de savoir que, en fait, c'est vraiment, vous êtes l'un des leurs, et il n'y a pas de... Parce que l'exemple que vous avez donné, quand vous vous retirez, que vous êtes souvent sur l'ordinateur ou en mode bureau ou autre, que vous êtes moins sur les chantiers, ça crée une distanciation. Tout à fait. C'est comme deux mondes, en fait. Nous, on est sur le terrain, on travaille, on est physique, et limite, ils peuvent vous dire que vous n'y connaissez rien du tout parce que vous n'êtes jamais sur le chantier. Donc, ouais, je pense que c'est le mieux, c'est d'être présent, de montrer, parce que vous n'êtes pas le président d'une entreprise pour rien. Il faut vraiment montrer l'exemple, comme vous le faites, s'occuper peut-être, pourquoi pas, des formations, former des personnes pour former d'autres personnes, histoire de toujours garder l'équipe soudée. Tout à fait. Ça, c'est extrêmement important et je suis d'accord avec vous côté respect. Ouais. La reconnaissance, le respect. Je suis d'accord. Leur dire quand ça a bien été, mais je suis pas gêné de leur dire quand ça va mal aussi. Ouais. Puis évidemment, de temps en temps, il faut les gâter, là, c'est important. Je vais être dû bientôt pour aller manger au restaurant avec la gang. Là. Let's go. Dans le fond, où on peut vous trouver? Dans le fond, on a un nouveau site web. J'ai tout juste de le refaire. Donc, j'ai un site web qui est accessible assez facilement, constructionen4.com, aussi visible sur Facebook. On n'a pas encore Instagram. Je dirais, je mise très peu sur ma publicité parce que j'ai déjà de la misère à fournir à la demande. OK. Donc, ça me sert un peu à rien de commencer à augmenter ma visibilité pour finalement même pas aller voir les clients qui m'appellent. Fait que pour l'instant, je l'ai low, entre guillemets. Puis, éventuellement, si je réussis à avoir d'autres équipes qui sont solides, là, je vais peut-être penser à faire de la publicité puis à m'afficher plus. Pourquoi pas? Alors, on a un beau site web fraîchement rénové. Let's go. Ça fait du bien. Let's go. On va bientôt acheter les projets de 2024 dessus. Parfait. Bah c'était un plaisir de vous avoir. Pareillement. J'ai adoré votre parcours, votre histoire, l'expérience que vous avez. Et j'imagine que tout ce que vous avez vraiment abordé aujourd'hui va être utile pour les entrepreneurs et pour les clients aussi. Parce que c'est le fondement même, c'est la structure, le squelette, la base d'une entreprise, comment ça doit fonctionner, les chemins que vous avez pris, le côté client, le côté sur le terrain aussi, comment être balancé dans ce qu'on fait. C'est pas évident ce que vous faites. Vous, par exemple, vous gérez 8 projets à la fois, donc 8 chantiers à la fois, ça doit être encore plus difficile, mais c'est juste ne pas se perdre. Ne pas mettre toute sa concentration et se focaliser sur quelque chose, à en oublier quelque chose d'autre. Il faut vraiment
ne pas s'éparpiller et te balancer, c'est du travail. Clairement. C'est du travail. C'était un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Pourquoi pas pour vous recevoir pour un autre podcast, peut-être un autre sujet. Avec plaisir. On a un nouveau format où on a plusieurs intervenants. On fait des podcasts à 4 ou à 5 ou à 3. Pourquoi pas, vous pouvez peut-être discuter avec d'autres entrepreneurs et débattre de sujets. Super, j'aime ça réseauter. Et ça serait nice. Et c'était tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est clair. C'est Merci beaucoup, Manef. Merci à toi aussi. Et je vous dis à bientôt